et à tous. D'abord, merci d'avoir répondu présent pour ce premier webinaire organisé par Alliance Réseau sur le thème suivant: comment se démarquer pour relancer le tourisme local dès cet été. Vous êtes très nombreux, environ 250 participants inscrits. Nous avons une très forte représentation de nos partenaires, les destinations, avec une quarantaine de départements français représentés, mais également offices de tourisme, stations de montagne, associations, quelques hébergeurs, des labels et des opérateurs de loisirs. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Stéphane Capdeville, directeur général d'Alliance Réseau. On a souhaité articuler ce webinaire dans un format atelier de réflexion et partage d'expériences pratiques plutôt qu'une présentation magistrale. Plusieurs intervenants ont accepté de se prêter à cet exercice, merci à eux. Christopher, à qui je vais passer la parole tout de suite et qui va animer ce webinaire, va vous les présenter. Un dernier mot avant de commencer. Merci à tous nos partenaires, acteurs du tourisme, pour la confiance que vous nous accordez. Vous êtes les acteurs essentiels de cette reprise et comptez aussi sur nous pour vous accompagner en veillant à faire toujours mieux ce que nous essayons de faire, c'est-à-dire inventer, construire et proposer des solutions digitales. On envisagera peut-être de refaire ce type d'événement, si bien sûr vous l'appréciez et que ça vous est utile, en essayant toujours de privilégier l'intérêt plutôt que la quantité d'événements. Sans plus attendre, Christopher, je te passe la parole et je vous souhaite de bons échanges. Bonjour à tous, merci Stéphane pour cette introduction. Je suis moi-même donc Christopher Moisan-Célèze. Je suis consultant sur le secteur touristique. J'ai eu plusieurs, plusieurs vies, plusieurs startups dans le monde du tourisme. Et donc ce sujet me tenait tout particulièrement à cœur et je suis très heureux aujourd'hui de pouvoir l'animer. Avant tout, merci à vous tous. Vous êtes effectivement, comme l'a rappelé Stéphane, un peu plus de 250 aujourd'hui connectés. Un webinaire, donc un premier webinaire Alliance Réseau qui est destiné exclusivement à ses clients et ses partenaires. L'objectif étant derrière ce type de format, non pas d'amener des expertises de but en blanc avec, je dirais, une présentation plutôt statique, mais bien de vous faire réfléchir sur différentes thématiques concrètes et donc vous apporter un maximum de réponses, en tout cas un maximum d'axes de réflexion pour que vous puissiez en tant que territoire, en tant que destination, en tant que prestataire d'activités loisirs ou hébergeur, vous puissiez, en tout cas, voilà, vous tenir informé et surtout, encore une fois, faire jouer la communauté et faire jouer les expertises de chacun. Comment se démarquer pour relancer le tourisme local dès cet été? C'est le sujet qu'on va traiter aujourd'hui. C'est un sujet qui nous tenait à cœur puisque on connaît tous le contexte difficile. On sait que c'est un drame pour le tourisme français. On sait que dès cette année, on aura des réservations qui sont aujourd'hui entre moins 60 et moins 80%. On sait qu'il y aura de la casse. L'objectif derrière ce format, ce webinaire, c'est d'essayer de tirer profit de cette situation au maximum, au mieux, pour relancer l'activité économique, l'activité touristique dès cet été. Le format est donc assez simple, format d'1 heure et demie, 1 heure, peut-être même un peu plus avec nos intervenants. Et puis, encore une fois, comme j'ai dit, l'objectif, repartir avec une liste d'actions concrètes, en tout cas des réponses à certaines de vos questions. Je vais présenter, en tout cas, je vais laisser se présenter les différents intervenants. On a la chance d'avoir avec nous donc Didier Arino, directeur général de ProTourisme pour ceux qui le connaissent, Bernadette Alfonso, donc, qui est la présidente de l'association et du label de chambres et maisons d'hôtes Fleur de Soleil, Karine Julier de la destination Lozère Tourisme et David Blanchard, directeur de l'agence digitale Logitourisme. Pour commencer, pour être très concret, voilà ce que l'on peut lire ces dernières semaines, ces derniers jours dans la presse française. Le Figaro, 12 avril, un article d'ailleurs de Didier Arino, le tourisme cet été sera franco-français. Tour Hebdo qui titrait le 5 mai, les Français pourront-ils partir en vacances cet été? Réponse fin mai. Midi Libre, le 2 mai, qui titrait des vacances d'été, mais où elles seront nécessairement différentes. Les Échos, un tourisme d'ultra proximité va pouvoir reprendre après le 11 mai. Les échos touristiques du 30 avril, la reprise du tourisme ne pourra être que concentrique. e-tourisme.info le 4 mai, une destination touristique de 100 km de rayon. Et enfin, l'objectif Aquitaine, j'ai voulu vous mettre ce titre parce qu'il ne faut pas oublier le tourisme d'affaires. Bordeaux Métropole, pour sortir de la crise, le tourisme d'affaires va jouer nécessairement local, collectif et local.
En chiffres, pourquoi parier sur le tourisme de proximité? Ça a plusieurs noms, le locatourisme 2020 et même 2021. Je me suis amusé à chercher quelques chiffres. 54, c'est le nombre de jours de confinement que les Français auront passé avant le déconfinement, date du déconfinement, pardon, le 11 mai. Ces gens, ces voyageurs auront donc volonté de sortir, de voyager dans les conditions qui seront évidemment appliquées par le gouvernement. 55 milliards d'euros, c'est un chiffre qui est intéressant, c'est l'épargne accumulée par les ménages français pendant le confinement. Ce sont donc des Français, des voyageurs, des touristes franco-français qui auront un peu plus de budget, on peut l'espérer, que d'habitude. 9 millions, le chiffre parle, c'est le nombre de Français partis à l'étranger l'été dernier et qui ne partiront pas cette année. Donc ça, c'est un chiffre qui est intéressant puisque c'est des gens, c'est une sorte de nouvelle clientèle pour les territoires et les destinations. 100 km de rayon, vous le savez, rayon de déplacement temporaire du 11 mai au 2 juin et 7% la hausse estimée du budget vacances cette année. Alors, tous ces chiffres sont intéressants. Ils sont évidemment à mettre en relief avec le contexte. Mais en tout cas, on a ici différents axes de réflexion qui peuvent être intéressants. Le tourisme sera donc franco-français, ce sera un tourisme de proximité. Les territoires et les destinations connaissent bien ce type de tourisme. Aujourd'hui, comment se démarquer, comment communiquer, comment attirer cette nouvelle clientèle qui avait prévu de partir à l'étranger, qui ne partira pas à l'étranger. On a donc tenté d'inviter différents experts, différentes personnes en tout cas, qui vont nous apporter, vont vous apporter, j'espère, quelques réponses. On va commencer avec Didier Arinaud. Didier Arinaud, on a voulu traiter avec vous le sujet du tourisme de proximité. Est-ce finalement un tourisme de proximité forcé ou volontaire? Le tourisme, voilà, le tourisme de proximité, locatourisme, c'est un effet de mode. Quels conseils, quelles recommandations pourriez-vous donner aux destinations, aux territoires? Voilà, quelle est votre vision? Quel est votre sentiment sur cette situation? Comment voyez-vous les choses à court et moyen terme, sans même parler du long terme? Mais avant cela, je vais donc vous laisser vous présenter, Didier, et en dire un peu plus peut-être sur qui vous êtes, qui est ProTourisme. Voilà, merci. Et nous sommes un cabinet provincial puisque nous avons des bureaux à Bordeaux, à Vannes, à Chambéry, à Clermont-Ferrand et bien sûr aussi à Paris. Mais c'est le dernier bureau, Paris, qui a été créé. Donc très rapidement, on a plusieurs types d'activités. Il y a celles sur lesquelles, en général, on est médiatisé, c'est notre observatoire du tourisme français, X fois dans l'année, 3 fois dans l'année. On interroge, on scrute à la fois les attentes des clientèles françaises, mais aussi les retours des socioprofessionnels, puisqu'on a dans notre base de données 840 opérateurs du secteur qui représentent 3 millions de lits touristiques et qui nous alimentent sur l'état des réservations, sur les tendances, sur les chiffres d'affaires, et c'est ce qui permet aussi d'alimenter notre réflexion. Mais notre vrai métier, c'est avant tout d'être un cabinet conseil. Donc, à la fois, on fait des études de marché, des études de faisabilité pour les professionnels. J'ai moi-même été dirigeant d'établissements, puisque j'ai dirigé des relais et châteaux, j'ai dirigé des établissements qui faisaient des investissements, notamment dans le domaine de la restauration, j'ai créé des restaurants. Voilà. Ça, c'était mon vrai métier au départ. Et d'ailleurs, les fondateurs de ProTourisme sont tous issus du terrain. Bien évidemment, les choses ont évolué depuis. Nous avons des consultants qui n'ont pas tous fait ce même parcours, mais nous sommes très, très attachés à des choses extrêmement concrètes et des réponses concrètes aux problématiques. Et souvent, je parle souvent de bon sens. Il ne s'agit pas d'inventer des choses formidables. Et malheureusement, le secteur du tourisme et notamment de l'institution touristique est souvent à la recherche de phénomènes de mode. Et or, de mon point de vue, le tourisme est assez simple. C'est d'abord une offre, car c'est l'offre qui crée la demande, qu'on le veuille ou non. Quand on a travaillé sur la création de la Cité du Vin à Bordeaux, tout le monde ne s'est pas dit un matin, tiens, il faudrait qu'il y ait une Cité du Vin à Bordeaux. C'est en créant la Cité du Vin qu'on génère un trafic. Alors, bien évidemment, ça a beaucoup plus de sens quand c'est en lien avec ce qu'est le territoire, plutôt que quelque chose de complètement créé de façon ad hoc. Mais on voit bien que
c'est aussi, et ça c'est très important, et ça doit laisser aussi beaucoup d'espoir dans nos territoires. Et d'ailleurs, la politique du tourisme français a été basée là-dessus. Si nous avons aujourd'hui l'aménagement de la côte occitane du Languedoc-Roussillon, ça a été issu d'une volonté politique. Toutes ces stations ont été créées dans les années 70, enfin à la fin des années 60, début des années 70. La montagne, c'était une volonté politique de nos stations de montagne. Et à l'époque, on avait un Premier ministre, un président de la République qui suivait les chantiers. Ça veut dire le tourisme, c'était important. De la même façon que l'OGIT de France ou Gîtes de France ont été créés par la volonté politique, qui était de rassembler des petits établissements pour un tourisme de proximité pour structurer le territoire. Depuis, malheureusement, et les discours récents des collectivités publiques et leur méconnaissance totale de ce qu'est l'impact du tourisme, il n'y a qu'à voir les discours contradictoires. Un matin, on nous explique que c'était le cas dimanche avec Olivier Véran dans Le Parisien, qui, s'il le fait dans Le Parisien, c'est il sait que ça sera repris partout dans la presse, qui déconseille aux Français de partir en vacances. Et puis, à 20h, Je ne sais pas si vous êtes comme moi. Vous m'entendez? Vous me voyez? Très bien, c'est bon, c'est revenu. Voilà, d'accord. Et donc, quand à 21h, on nous explique qu'il n'y aura pas de fermeture des frontières de l'espace Schengen, donc c'est tout à fait absolument dérisoire et lamentable la façon dont notre secteur est traité par les pouvoirs publics et notamment par le ministère du Tourisme. L'idée de fond, c'est de dissuader les Français de partir en vacances. Il faut bien avoir conscience de ça, parce qu'il y a des gens dans des bureaux à Paris qui ont dit « Oula, 32 millions de Français qui étaient partis l'an dernier, 17 millions d'étrangers, ça fait presque 50 millions. Comment on gère ça, autant de flux dans des espaces ?» Donc, le mieux, c'est de faire en sorte qu'il y ait le moins de flux possible. Donc, on devra faire avec cette donne et on aura un discours contradictoire. Sinon, ça aurait été de préparer les acteurs. C'est-à-dire, le raisonnement a été fait à l'envers de mon point de vue. On aurait dû dire quelle est la jauge maximale dans les stations où justement il y a un problème de fréquentation importante. C'est un petit peu comme le surtourisme. On nous bassine avec le surtourisme qui touche, bien sûr, de temps en temps, et je ne dis pas ce problème, je dis juste que Dubrovnik, ce n'est pas en France, Venise, ce n'est pas en France, et le surtourisme dans notre pays, il est extrêmement limité. D'abord, quasiment 15 jours dans l'année sur bien des endroits, parce que c'est une vision qui est une vision parisienne des choses, et c'est pour ça que j'ai accepté de participer à ce webinaire, parce qu'on parle d'un tourisme de proximité, on parle de tourisme en dehors d'un tourisme parisien qui malheureusement obnubile les pouvoirs publics. Et la réalité du tourisme français, c'est qu'on n'a pas attendu après cette crise pour savoir que l'essentiel des territoires de France vivent en grande partie d'un tourisme de proximité et de périproximité. C'est-à-dire, ce n'est pas les 100 km, bien évidemment, mais si on prend la Nouvelle-Aquitaine, si on prend l'Occitanie, dans deux grandes régions du sud-ouest, on a la moitié de la fréquentation qui est issue des clientèles de la région. Et si on prend les régions de proximité, on arrive à plus de 40, voire 50% de la clientèle. Ça veut dire que les clientèles étrangères, elles ne représentent que 20% au mieux, souvent d'ailleurs 15% quand on prend la totalité des hébergements touristiques. Et puis, bien évidemment, il y a le gros bassin émetteur qui est le bassin parisien. C'est pareil pour des régions comme les Hauts-de-France. Les Hauts-de-France, alors là, pour le coup, quand on voit les flux sur le littoral, c'est effectivement énormément de clientèle qui vont dans les campings, soit en résidentiel, soit qui vont dans ces hébergements touristiques parce qu'ils l'ont loué, mais on a une très, très grande proximité. Ce n'est pas nouveau. L'an dernier, on le sait, ce sont les Français qui ont sauvé la saison touristique, et notamment avec beaucoup de clientèle, de réservation de dernière minute et de proximité. Alors, cette proximité, elle est, me semble-t-il, tout à fait nécessaire parce que l'équilibre économique de nos entreprises touristiques ne peut pas se faire uniquement en étant hyper dépendant d'une saisonnalité trop forte. L'an dernier, on a eu déjà 7 à lettres, mais on les avait les années précédentes. On voit que le mois de juillet est un mois qui avait tendance à se réduire comme peau de chagrin. Un mois d'août très fort. Et en fait, ce qui fait l'équilibre des entreprises, c'est le fait d'avoir une capacité à avoir un joli printemps avec une belle fréquentation touristique au printemps, d'avoir une arrière-saison. Et on sait que ce tourisme, si on veut que les acteurs puissent investir, puissent avoir une offre de qualité, puissent aussi fidéliser les salariés. Ça, c'est très important. Si on veut qu'il y ait un impact
social sur les territoires, parce qu'on parle toujours de l'économique, mais derrière l'économique, il y a quoi? Il y a des femmes, il y a des hommes qui font vivre les territoires. Et c'est en cela que le secteur du tourisme est si fondamental. Et c'est ce que les pouvoirs publics n'ont pas compris. C'est-à-dire que là, on est dans une situation où si, par malheur, et je n'y crois pas, nous n'avions pas véritablement de saison au sens de pas de mois de juillet, pas de mois d'août, parce qu'on dissuaderait encore les Français de partir en vacances, si on en arrivait à ce point, il faut savoir que c'est 2 millions d'emplois qui pourraient être perdus dans notre pays. 1 million d'emplois directs, 1 million d'emplois indirects et induits. Ça veut dire que ce sont des pans entiers de nos vallées, des stations balnéaires, bien évidemment, des espaces ruraux qui vivent de l'activité touristique qui pourraient être très fortement affectés. Donc, je pense que tout cela va en tout cas s'améliorer pour une raison simple, c'est que nos voisins européens, on nous disait oui, mais regardez, en Espagne, ils ont fermé les plages, en Espagne, ils les ont déjà réouvertes. Il faut savoir que la Grèce ouvre ses hôtels, il faut savoir que le Portugal a mis en place un label pour justement sur le fait que leurs hébergements sont safe et ont été travaillés en fonction du Covid. Ça veut dire qu'il est tout à fait possible, s'il y avait un entêtement des pouvoirs publics, qu'au final, en réservation de dernière minute, on ait des flux non pas vers la France, mais des flux de Français vers les destinations étrangères. Il y a un mois, je n'aurais absolument pas dit ça parce que on parlait de fermeture de l'espace, de nos frontières au sein de l'espace Schengen, mais il y a ce dont on parle, mais il y a aussi les décisions politiques. À partir du moment où le président de la République a dit que l'espace Schengen ne serait pas fermé, ça veut très concrètement dire qu'il pourrait y avoir des flux de population étrangère qui d'ailleurs pourraient traverser notre pays en partie pour aller à l'étranger, vers l'Espagne, vers le Portugal ou vers l'Italie. Ceci étant, et ça c'est une bonne nouvelle, on a une volonté qui est une volonté des Français, on le voit dans les différentes études, de rester dans l'Hexagone, même si chaque fois qu'il y a une intervention publique, il faut savoir qu'il y a des dizaines de milliers de Français qui renoncent à partir en vacances. Et les opérateurs, ils nous le disent, déclaration du Premier ministre, déclaration du ministre du Tourisme, quand c'est le week-end, dans la foulée, dès le lundi, ils ont des annulations de la part des clientèles touristiques. Ça veut dire que d'un côté, il y a une aide absolument formidable, colossale de l'État pour aider la profession touristique. Et je le dis souvent sous forme de boutade. D'un côté, on sort les acteurs, on leur sort la tête de l'eau alors qu'ils sont en train de se noyer et on leur met la tête dans le sable sans aucune visibilité. Donc pour ça, il faut s'y préparer. Et si on arrive au dernier moment, et ça c'est absolument dramatique, il y a grand nombre d'opérateurs. On a dans notre dernier sondage 25% des opérateurs qui nous disent que s'ils ne peuvent pas ouvrir avant le 20 juin, ils n'ouvriront pas du tout. Et donc là, pour le coup, le risque, c'est d'avoir une offre dégradée, d'avoir aussi des Français qui décident, comme on l'a connu pendant la crise de 2008-2009, de faire ce qu'on appelle les staycations, c'est-à-dire les vacances à la maison. Et alors, à cette période, d'ailleurs, il y en avait un certain nombre de journalistes qui m'interrogeaient, qui me disaient « Bah oui, mais regardez, vous dites que les Français sont moins partis en vacances et on n'a jamais eu autant d'embouteillages. » Et bien sûr, ma bonne dame et bon monsieur, d'après vous, pourquoi il y a des embouteillages? Parce qu'effectivement, les gens, ils sont chez eux, mais ils ont aussi envie, au cours du week-end, d'aller à la mer, d'aller à la montagne, d'aller dans des destinations. Et donc, on a des flux tout à fait considérables à un instant T, ce qui serait d'ailleurs totalement contraire à la volonté de sécuriser les destinations touristiques de la diffusion du virus, parce qu'on pourrait se retrouver avec des pics de fréquentation tout à fait considérables. Donc, on voit bien que ce tourisme de proximité, il peut être de deux natures. Soit c'est un tourisme de proximité qui va permettre au territoire de vivre, c'est-à-dire avoir des nuitées, avoir de la consommation touristique, avoir de l'activité. Mais là encore, pour que ça puisse se faire dans les espaces ruraux, encore faut-il que les espaces naturels puissent être ouverts. On est quand même dans une situation totalement délirante où vous avez le droit d'être entassé dans le métro, mais vous n'avez pas le droit d'aller dans nos espaces naturels, où on n'a pas le droit d'aller sur les plages alors que nous avons 3400 km de côte, 1100 km de plages et de dunes. Donc, on voit bien que tout cela n'a pas grand sens. On se demande d'ailleurs qui pilote là. Ça veut dire que notre secteur, il est très mal représenté. Il y a quantité de lobbies, mais en tout cas, le secteur du tourisme, et on n'entend pas ni les élus, ni véritablement les socioprofessionnels qui sont paralysés parce qu'ils dépendent des aides de l'État. Donc, pour avoir ce tourisme de proximité, j'en terminerai là-dessus, pour ne pas être trop long, et je le suis déjà trop, ça suppose véritablement
Aujourd'hui, on parle de communication, mais ce que veulent les clientèles, c'est de l'information. Ils veulent savoir ce qui sera ouvert, pas ouvert. Ils veulent savoir quel est le travail qui a été réalisé par les territoires et par les socioprofessionnels pour leur garantir une sécurité sanitaire, quels sont les protocoles qui ont été mis en place. Et ils veulent savoir aussi, et ça c'est très important, ils veulent de l'information sur ce que peuvent être ces produits touristiques du tourisme de proximité. Parce qu'on voit bien que quand on a fait notre étude sur le tourisme durable, puisqu'on a mené une grosse étude sur le tourisme durable, la plupart des clients disent « mais nous, on aimerait bien faire un séjour de tourisme durable. Mais c'est quoi comme type de séjour? Il y a quoi comme offre? Où peut-on la trouver? Où peut-on l'acheter ?» Donc, ils ont aussi besoin de cela. Et donc, on voit bien qu'en la matière, il y a un grand flou. Dernier point, n'oublions pas qu'il y a quand même un tiers des Français qui repartent chaque année au même endroit. Il y en a seulement cette année 11 millions de Français qui ont réservé leurs hébergements touristiques pour la saison d'été. Ça veut dire que par rapport à ceux qui avaient passé au moins une nuit en hébergement marchand, on en a plus de la moitié, bien plus de la moitié, qui n'ont toujours pas réservé. Et donc, ça laisse des opportunités à une seule raison, avec une seule variable quand même, c'est qu'on ne continue pas à dissuader les Français de procéder aux réservations. Voilà sur cette première partie qui me semblait important d'avoir un cadre général. C'est très clair. Merci beaucoup, Didier. Donc, si j'entends, je pense que ça, c'est les choses sur lesquelles on est à peu près tous d'accord. On a aujourd'hui, moi je me positionne en tant que voyageur, je suis un peu dans ce contexte-là aussi. Je me dis que j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de voyager. Le dernier petit point, je dirais, c'est le tourisme de proximité. On en parle beaucoup, on en parlait déjà avant, c'est pas nouveau. Maintenant, c'est une nouvelle clientèle qui voilà, faute de choix, va vouloir voyager et vouloir en tout cas prendre l'air. Est-ce que pour vous, et peut-être terminer là-dessus, c'est un effet de mode, quelque chose qui va là, durer sur la saison 2020, ou est-ce qu'au contraire, on peut espérer, comme on voit sur beaucoup de secteurs, le télétravail, le travail depuis la maison, le travail à distance, il y a des mouvements aujourd'hui qui sont en train de se créer. Est-ce qu'aujourd'hui, le tourisme de proximité est un effet de mode ou un mouvement à effet durable pour le touriste français? Eh bien, il sera ce que nous allons en faire. C'est-à-dire, si le tourisme de proximité ne permet pas d'avoir une offre suffisante et qualitative, les gens ils se disent pas je vais faire du tourisme de proximité pour la proximité. Ça n'a pas de sens. Et puis en plus, on parle de quel tourisme de proximité? Si je suis bordelais, mon tourisme de proximité va pas être le même que si je suis un habitant de l'Aisne, un habitant de la Corrèze, un habitant de la métropole lilloise. Chacun a une proximité qui est différente. Bien évidemment, on parle de tourisme de proximité, c'est comme quand on parle des touristes. Il n'y a pas un touriste qui représenterait, il y a différentes formes de tourisme. Ce qu'il y a de certain, c'est que si on est dans les volumes, parce que moi j'aime bien les chiffres parce que ça permet de reposer les choses. Quand on prend les volumes, cette année, on va avoir beaucoup moins des 17 millions d'étrangers qui étaient venus. OK. On nous dit, oui, mais il y a les 9 millions de Français, moi-même je l'ai souvent dit, qui étaient partis à l'étranger et qui vont rester en France. Très bien. Sauf que depuis le confinement, il y a 6 millions de Français qui disent renoncer à partir en vacances cet été, dont 4 millions de façon définitive. Et ceux qui ont renoncé, ils ont renoncé à partir où? Ils ont renoncé à partir à la mer. Parce qu'on leur dit que les plages sont fermées, parce qu'ils ont la peur d'une surfréquentation, donc ça laisse l'opportunité aux destinations rurales, aux destinations de montagne. Sauf que là, on est face à un client qui se dit ça doit être bien le tourisme rural et le tourisme de montagne, mais quel type de produit? On me propose quoi? Où puis-je le trouver? Et c'est pour ça que quand on parle de communication, et souvent les destinations se mettent en concurrence sur de la communication image, de la communication d'achat d'espace, de la communication soi-disant ciblée sur des clientèles ou des bassins. Mais ce qu'il faut, c'est qu'à un moment donné, la mise en liaison d'un produit touristique avec un client potentiel. Et c'est pour ça que les besoins sont des besoins extrêmement basiques de la part des clientèles.
Alors, bien évidemment, il y a tous les… Et c'est pour ça qu'il y a le travail de proximité, mais il y a aussi le travail avec les acteurs. On voit bien, si on prend la fréquentation l'été, on a grosso modo 40% qui vont dans de l'hébergement, dans de la location entre particuliers, avec l'explosion des Airbnb et des autres formules, avec là des clientèles qui se posent la question. D'abord, il y aura moins d'offres parce qu'il y a des propriétaires qui retirent leur offre parce qu'ils ont peur qu'un touriste à Covid vienne. Il y a les touristes qui ont peur d'aller chez un particulier parce qu'ils se disent que les procédures de nettoyage ne seront pas forcément rigoureuses. Donc, il y a déjà une interrogation, mais il est évident que ce tourisme, les gens vont aller vers ce qui les rassure le plus. Donc, ce qui les rassure, ça va être aussi de l'hébergement non marchand, chez les parents, chez les amis, dans la résidence secondaire. Le deuxième volet, c'est que quand on a une peur sanitaire, on a tendance à partir et aller avec les gens que l'on connaît déjà, donc ses amis, sa tribu, sa famille. D'où d'ailleurs, on le voit sur certaines maisons avec piscine, un succès extraordinaire quand il y a sur ce type de produit. Et puis après, il y a tous ceux qui se posent des questions par rapport aux autres modes d'hébergement, notamment sur l'hôtellerie, sur les campings, sur les villages de vacances, sur les résidences de tourisme. Donc, je crois qu'à un moment donné, c'est quelle est la nature de mon offre sur mon territoire et comment je la mets en avant de façon à pouvoir capter les différentes cibles de clientèle. Mais d'ores et déjà, faut être clair, on sait que sur cette saison d'été, les acteurs feront entre moins 40 et moins 60% de leur chiffre d'affaires. Donc, j'ai envie de dire que ça veut dire qu'ils vont être fragilisés. Et ça, là, il s'agit de sauver la saison. Il s'agit de limiter la casse. Il s'agit de limiter les dépôts de bilan. C'est ça la réalité. Et plus nous tarderons, plus nous aurons de la casse. Et du coup, et ça fait le lien avec le reste, cette transformation qui est une transformation nécessaire vers un tourisme beaucoup plus durable, beaucoup plus inclusif, beaucoup plus en lien avec nos territoires, beaucoup plus respectueux des populations, tout cela, c'est beaucoup plus facile de le faire avec des acteurs qui ne sont pas en difficulté. Quand ils sont en difficulté, ils ne pensent qu'à une chose, c'est à ne pas fermer boutique. Donc, ça supposera vraiment, dans les mois qui viennent, d'avoir une dimension qui est une dimension de remise à plat en disant c'est quoi la construction de mon tourisme sur mon territoire. Il n'y a pas de réponse toute faite. Ça dépend bien évidemment de chacun des territoires, mais il faudra rebalayer les cartes sur d'abord un état des lieux. Je pense qu'on aura nécessité de faire un état des lieux, c'est-à-dire ceux qui sont encore en vie, ceux qui sont en difficulté, la nature aussi de l'offre que l'on voudra proposer demain. Et puis, le troisième volet, c'est comment et quel type de clientèle on va capter. Bien sûr, je pense à des opérateurs dans nos clients. Quand on est un camping dans le parc naturel du Ballon des Vosges, on n'a pas la même typologie de clientèle que si on est un camping sur la côte landaise, pour prendre l'exemple des campings. Donc, on voit bien que, bien évidemment, la situation, elle est extrêmement différente suivant la typologie d'acteurs. Merci beaucoup Didier. Je vous propose justement sur ces mots d'enchaîner avec notre deuxième intervenante Bernadette, qui là justement sera dans le concret de vos propos puisqu'en tant qu'hébergeur, j'imagine que vous faites face, Bernadette, à beaucoup de questions de vos clients, de voyageurs, d'interrogations, de craintes peut-être même parfois. Il faut savoir s'adapter. Comme le disait Didier, la crise sanitaire amène à des solutions sanitaires. C'est parfois flou. Je pense qu'on a tous la même vision. Dans le concret, Bernadette, je vous laisse vous présenter et puis on suit ou en tout cas on essaie de suivre ou pas les questions, peu importe. L'idée, moi, ce qui m'intéresse ici pour ceux qui nous écoutent et ceux qui nous voient, c'est l'hébergement sur la saison 2020 avec et la clientèle qui va venir chez vous, gîte, maison d'hôtes. Elle attend quoi? Elle a peur de quoi? Et comment la rassurer? Est-ce que vous avez aujourd'hui des éléments à nous transmettre? Alors bonjour à tous. Oui, effectivement, on a certains éléments à transmettre. Donc, je voudrais simplement préciser, vous l'avez dans l'intitulé, donc je ne vais pas y revenir dessus. On est un label de propriétaires indépendants. Je voulais juste préciser que nous ne dépendons pas du tout des aides de l'État. C'est un peu aussi notre caractéristique.
Et on a très tôt mis en place tout ce qui était nécessaire pour que nos adhérents, donc tous propriétaires, puissent vendre eux-mêmes leurs hébergements. Donc nous ne sommes pas une centrale de réservation. Chacun est libre de gérer son hébergement. Très tôt, quand il y a eu cette crise, on a mis en place, donc on a eu un groupe de travail qui a mis en place des préconisations sanitaires, parce qu'il fallait faire avec. On fait partie des hébergements qui pouvaient ouvrir dans le cadre du fait que nous étions dans nos habitations. Ce sont des habitations privées. Donc on pouvait ouvrir dans ce cadre-là. Seulement si le préfet n'avait pas mis au niveau d'un autre veto. Donc, il fallait regarder vraiment tous ces éléments. Donc, c'est ce qui a été fait. On a vraiment mis des préconisations sanitaires en place parce que notre ADN, c'est vraiment l'accueil. Donc, on parle des tables familiales. On est plus dans le sens où on regroupe les personnes. Donc là, il a fallu voir différemment, c'est-à-dire séparer déjà et inventer un flux de passages et de personnes. Donc tout ça, ça a déjà été mis en place. Ensuite, on a quand même pas mal de retours qui sont faits, je pense, au niveau des questionnements des téléphones, des coups de fil que l'on reçoit pour faire de la réservation. On a les personnes qui désirent en priorité savoir si on est ouvert. À partir de là, on commence à leur dire, bien entendu, qu'on est ouvert sous certaines conditions sanitaires, telles qu'elles sont imposées. Mais en fait, ce qu'ils veulent, c'est, quand vous parliez de 50 jours enfermés, ils veulent vraiment savoir si on est ouvert. Après, le reste, c'est pas que ça ne les intéresse pas, mais on sent qu'ils saturent un peu du confinement. Donc, ils ont vraiment besoin qu'on les rassure et qu'on puisse ouvrir pour qu'ils puissent s'échapper. Donc ça, c'est déjà une chose que l'on peut constater. Ensuite, il y a aussi les étrangers qui nous appellent et qui nous disent bah, « Tiens, on est heureux de pouvoir revenir chez vous. » Bon, moi, ça fait 20 ans que j'ai des chambres d'hôtes. Les personnes qui reviennent nous disent bah, « J'espère que dès qu'on a la possibilité, on pourra revenir chez vous. » Donc ça, c'est positif aussi parce qu'ils ne laissent pas tomber l'hébergement chez l'habitant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On sait qu'on est appuyé. Et puis, il y a des zones où il y a vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, il y a vraiment des personnes et des régions qui n'ont pas du tout les mêmes, comment dire, qui ne sont pas logées à la même enseigne. On a des régions plus touristiques que d'autres. Mais comme vous disiez, c'est vrai que les personnes ne vont pas rechercher le tourisme de masse. Ils vont rechercher vraiment le tourisme de proximité, mais c'est déjà quelque chose qu'ils faisaient en venant dans les hébergements chez l'habitant, puisqu'ils nous demandaient toujours, et ils nous demanderont toujours, on veut faire les mêmes choses que vous. C'est-à-dire pour eux, c'est déjà important qu'ils suivent vraiment ce qu'on leur propose. C'est-à-dire que nous, on a des activités, puisqu'on connaît très bien nos partenaires de loisirs, on les pratique, on va dire. Donc, on peut les diriger vraiment tout de suite vers cela. Et ça, ils apprécient beaucoup. Ils ont toujours très apprécié le fait qu'on leur propose des activités que nous, on fait. Ils veulent vraiment partager ce que l'habitant fait sur place. Et ça, justement, Bernadette, je me pose la question, je rebondis là-dessus. Pour vous, hein, si je comprends bien, une clientèle touristique de proximité, hein, je cherche à prendre l'air, à faire des activités. Est-ce que vous avez cette nouvelle demande ou est-ce que c'est des gens qui, dans leurs habitudes de consommation de voyage, préféraient voilà, la ruralité, en tout cas l'hébergement, je dirais, familial, type gîte, maison d'hôte, ou est-ce que vous avez des nouvelles demandes, comme disait Didier tout à l'heure, staycation, voilà, je veux sortir de mon appartement, de ma maison, je veux voir autre chose, pratiquer des activités, et pour ça, je vais regarder ce qui se passe à côté de chez moi. Alors, on a, mais pas que, on a vraiment la clientèle qui recherche l'habitat pour faire vraiment ce qui se passe en local. Ça, c'est vraiment quelque chose que l'on retrouve régulièrement. Après, bien entendu, il y a la clientèle
des consommables qui fait partie du tourisme de masse. J'habite sur la Côte d'Azur, donc pour vous dire, on est dans l'arrière-pays. Nous, on privilégie bien entendu notre moyen pays, notre fleuve, puisque j'habite Grasse. Et si la personne a envie vraiment de prendre un bain de foule, elle va dans le côté paillettes, le côté Côte d'Azur. Voilà, donc il y a cette différence-là, mais la personne, quand elle choisit son territoire, c'est vrai qu'elle elle choisit l'endroit qu'elle veut cibler pour le repos, pour vraiment voir autre chose. Ça, c'est important. On a toujours ce même type de clientèle, mais ça a toujours existé. On a eu le développement d'une clientèle plus de proximité, mais ce n'est pas nouveau, ça aussi. Donc pour nous, dans le quart sud-est, ça monte d'une clientèle qui va jusqu'à Lyon, Marseille, donc on a tout ce côté-là. La clientèle de proximité existe déjà, donc elle va certainement se développer un peu plus. Elle va se multiplier et vous allez pouvoir la fidéliser. Oui, tout à fait. Et moi, j'ai effectivement, c'est une question, je pense qu'on se pose tous en sous-jacent en tant que voyageurs. Une question qui est posée par Laurent Julienne, qui m'intéresse aussi. Vous avez mis en place des mesures. Didier Arinon en parlait tout à l'heure. Ça peut paraître contradictoire entre ce qui est dit et ce qui peut être fait. Concrètement, en termes de mesures sanitaires, vous dites, bon, gestion de l'accueil, c'est quand même, vous êtes dans un métier de l'accueil. Comment on accueille les clients tout en les rassurant et en mettant en place une mécanique de gestion sanitaire la plus efficiente possible. Est-ce que c'est impossible, disons-le clairement, ou est-ce qu'au contraire, c'est quelque chose qui demande, parce qu'on sait que ça va durer, je ne sais pas que la clientèle va arrêter de s'inquiéter après cet été, ça va continuer, ça fera partie des fameux critères de sélection, peut-être même des critères de tri sur des plateformes type OTA. Donc, comment vous gérez ça, vous, concrètement, au quotidien? Comment vos adhérents gèrent ça? Alors, voilà. Oui, donc la réflexion qu'a eu le groupe de travail, donc c'est pas sorti comme ça, parce que, comme je vous dis, l'accueil pour nous est quelque chose d'important dans les maisons d'hôtes, puisqu'on accueille chez nous. Donc, il a fallu vraiment réfléchir à l'évolution de la personne dans la maison, dans notre maison, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on veut protéger, on est là pour protéger les personnes, mais on est là aussi pour se protéger. Bien sûr. Il ne faut vraiment pas du tout oublier ça. Donc, tout le cheminement a été pris de A à Z dans la maison. Donc, j'expliquais simplement, par exemple, pour les petits déjeuners qui, pour nous, sont vraiment des moments très, très conviviaux, où on partage une grande table. Bon, là, par exemple, les tables, soit les petits déjeuners sont décalés dans le temps, avec changement de nappe, pour vous parler de concret, changement de nappe, nettoyage et désinfection de la table, mais chaque chambre arrive, donc il y a le flux qui est géré de cette façon. Pour une personne qui n'a qu'une chambre, ça ne pose pas de souci, mais il y a quand même ces règles d'hygiène. Et pour les personnes qui possèdent 5 chambres, c'est vraiment important de gérer ce flux-là. Donc ça peut être, j'espère qu'on va avoir des beaux jours, on en a quand même. Donc c'est mettre les tables dans le jardin, préconiser, puis vraiment essayer de décaler tout ça. Donc concrètement, c'est vraiment des mesures qui sont prises sur tout le déroulement du passage du client dans la maison. Oui, l'accueil, vous avez prévu un accueil différé entre, j'ai plusieurs chambres d'hôtes, des gîtes avec une configuration qui m'amène à avoir plusieurs personnes. Vous avez prévu des arrivées et des départs différés ou... Alors, il y a ça de prévu. Il y a aussi au niveau de la réservation, donc ça on est en train de voir. Ce qui est important, c'est de pouvoir, quand une réservation se fait sur 2 jours, 3 jours, de prévoir de bloquer la 4e nuit. On a une réservation pour 1 nuit ou 2 nuits, 3 nuits. Si cette chambre-là, on privilégie de bloquer la 4e nuit de façon à ce qu'on puisse faire un nettoyage complet. Il y a vraiment bien entendu le décalage de réception, parce qu'on ne peut pas les recevoir. On ne va pas faire un pot d'accueil avec tout le monde réuni. Ça peut être un pot d'accueil avec la distance,
mais mis les choses… si vous voulez, on a toujours cette distance à respecter, donc le pot d'accueil ne sera C'est un peu pas… particulier tout ça, quoi, bien sûr, bien sûr. Ah oui, tout à fait, le pot d'accueil ne sera pas en compagnie. Une chose qui est toute simple, on ne peut pas laisser de documents papier dans D'accord. les chambres. Donc, ce qu'il faut, c'est avoir nos outils à portée de main, envoyer les liens. Donc, il y a vraiment un tas de petites choses à mettre en place qui font que c'est une grosse réflexion que l'on doit avoir là et que l'on a déjà commencé à faire. Au sein du label, hein, je parle. Et j'imagine que tout ça a un coût. Enfin, Alors, on est tous dans la logique. voilà, on en est à cette réflexion-là. Ça a d'une part un coût. Il y a aussi beaucoup de choses qui circulent sur les produits. Donc, ce matin, on était en train d'en discuter sur les produits désinfectants. Vous avez par exemple, au niveau des produits désinfectants, il faut vraiment qu'il y ait le virucide spécifique pour les coronas. Ce n'est pas toujours spécifié. Donc, il faut que nous, on ait la certification que les produits qu'on va utiliser soient de bonne qualité, la qualité que l'on recherche, hein, qui est le désinfectant. Oui. Donc, et il y a vraiment beaucoup, au niveau du coût, oui, il y a des mesures. Bon, on a les masques à proposer, effectivement, on a les gels, prévoir les gels à l'entrée, les gels pendant. Bien sûr que les personnes viennent, mais il faut prévoir à la maison, être sûr de pouvoir désinfecter et que la personne se désinfecte les mains avant d'entrer dans la salle commune. Et vous avez prévu, on sait que Accor a déjà réfléchi à un label avec Bureau Veritas sur ce label sanitaire, hein, qui sera absolument nécessaire pour rassurer les voyageurs, que ce soit sur les sites internet, sur les points d'accueil, que ce soit, j'imagine, un office de tourisme. Aujourd'hui, vous avez, alors, soit en tant qu'information descendante, est-ce que vous avez eu écho de protocoles ou de chartes sanitaires qui commencent à être mises en place et diffusées dans la profession, ou est-ce qu'il faut tout créer vous-même et est-ce que vous comptez le mettre en avant, évidemment? Des préconisations sanitaires, c'est intéressant à condition. C'est vrai que c'est intéressant à condition qu'on puisse les partager aussi aux autres personnes qui font de l'hébergement, chez l'habitant. Si c'est uniquement pour les garder pour nous, ça n'a rien de rassurant pour les personnes. Je pense que c'est intéressant de le mettre, que ce soit uniformisé. C'est vrai que c'est particulier chez chaque habitant, hein, puisqu'on n'a pas les mêmes maisons. On a des personnes qui ont les chambres qui donnent directement sur l'extérieur, d'autres qui ont les chambres à l'intérieur de la maison, donc avec une entrée commune, donc avec l'entrée des propriétaires. C'est vrai qu'il y a tout ça à prendre en compte, mais non, tout ça c'est travaillé en ce moment au niveau de la DGE, puisqu'on a une personne responsable qui regroupe vraiment toutes ces informations. Donc oui, c'est travaillé en commun. Merci beaucoup, Bernadette. Écoutez, moi, de ce que je comprends, et je pense qu'on est beaucoup à partager ce sentiment, c'est que ça va être une période où chaque professionnel va nécessairement y aller à tâtons. Les choses ne seront pas parfaites. L'objectif, c'est d'essayer en tout cas de rassurer le touriste, de faire en sorte, comme le disait Didier Arinaud, de pouvoir sauver la saison. Et je pense que beaucoup reste à faire. Après, je suis assez d'accord, c'est tellement compliqué. On peut même se poser la question d'une pénurie des produits sanitaires après la pénurie des masques. Quand un protocole de nettoyage, j'imagine, va sortir et être officialisé, on peut se poser la question. On peut se poser la question de la répercussion du prix. Oui, ça c'est quelque chose d'important. Effectivement, sur la nuit, oui. Il va y avoir vraiment un coût post-déconfinement, ça c'est sûr. Il y a aussi une chose, vous dites qu'il faut rassurer bien entendu le client, mais il faut aussi rassurer le propriétaire si on ne veut pas que en plus, bien sûr. Je pense ça peut décourager beaucoup de propriétaires occasionnels ou qui n'en font pas une activité principale. Tout à fait. Et effectivement, je vois que des messages passent sur les nettoyages. Tout ça, c'est quelque chose qui est pris en compte dans les préconisations. Il y a vraiment des gestes particuliers pour le nettoyage de la chambre, bien entendu, des draps, des matelas. Tout ça, c'est vraiment à prendre en considération. C'est un gros travail.
Merci beaucoup. Écoutez, pour ceux qui ont, je pense, des questions spécifiques à votre métier et au protocole à mis en place, on partagera hein, évidemment les coordonnées de chacun des intervenants. L'idée, c'est d'essayer encore une fois d'échanger, d'ouvrir d'enfoncer des portes, bien souvent ouvertes, mais en tout cas d'avoir vos retours. Et merci Bernadette pour ce retour terrain et pour votre partage d'expérience. Je vous propose maintenant tous de discuter avec Karine Julier, donc de Lozère Tourisme. Karine, je vais rapidement vous laisser vous présenter. On voit 3 questions. Moi, ce qui m'intéressait, alors on est un peu provocateur hein, avec Alliance Réseau. Surtout la 3e question, la Lozère, on connaît de nom, mais c'est où, il y a quoi à faire. C'est volontaire, c'est de dire, comme disait Didier Arino aussi, je pense, en introduction, clientèle de proximité, effet de mode, effet durable, ce qu'on appelle clientèle de proximité, staycation, vraiment habitant du département ou de la région qui veut profiter autrement, clientèle française qui ne part pas, pourquoi pas même clientèle étrangère, espace Schengen. Aujourd'hui, donc Lozère Tourisme, vous accompagnez, j'imagine, au quotidien vos adhérents dans le transfert d'informations. Est-ce que vous avez, vous, au niveau de la destination, déjà des types de demandes qui peuvent être différentes des années précédentes? Est-ce que vous vous retrouvez dans une position un peu différente, finalement une position qui vise à réassurer avant tout et avant de transmettre la bonne information? Ce que disait M. Arino en introduction, est-ce que vous avez déjà anticipé cette notion d'information, de clarté de l'information sur vos différents supports, que ce soit web ou print? Comment attirer cette clientèle de proximité? Comment la rassurer et en même temps aider les sociopros? J'imagine que vous avez beaucoup de boulot en ce moment. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, Karine? Oui, bien sûr. Donc, bonjour à tout le monde. Karine Julier, je travaille au service numérique du comité départemental du tourisme de la Lozère. Donc, déjà, la première question, la Lozère, c'est où? Sud du Massif central, dans le pays du Gévaudan. On est particulièrement gâté en termes de patrimoine naturel avec le parc national des Cévennes, les gorges du Tarn, le parc naturel régional de l'Aubrac, etc. On reçoit principalement une clientèle familiale. Clientèle de proximité, on connaît déjà, on travaille déjà dessus. Depuis quelques temps maintenant, on travaille plus sur des séjours d'expérience, dans le sens où comment faire en sorte que un prestataire amène à dire venez vivre une expérience chez moi plutôt que simplement donner un descriptif de son hébergement ou de sa structure. Voilà, donc pour le tourisme, de proximité, on y travaille dessus, mais bien sûr, avec les circonstances actuelles, ça s'amplifie encore, puisque là, c'est évident qu'on va travailler forcément sur de la clientèle plus régionale, en fait. Et aujourd'hui, vos demandes, j'imagine que vous êtes sollicité. Quelle est la première question que vous pose un voyageur ou un touriste qui voudrait venir sur votre territoire? Est-ce que c'est vraiment des questions qui visent encore une fois, à rassurer? Est-ce que vous parliez beaucoup, vous avez énormément d'espaces naturels? Une des questions est tout bête, est-ce qu'ils sont ouverts? Voilà, ces petites questions, comment vous les traitez aujourd'hui au sein du département? Alors là, nous, aujourd'hui, très concrètement, au niveau du comité départemental du tourisme, on a plus des retours d'inquiétude et de demandes d'informations de la part des prestataires sur comment je vais faire, est-ce que je peux ouvrir, à quelle date, je suis une chambre d'hôte et pas un hôtel, est-ce que moi je peux ouvrir le 11 mai et pas les hôtels, les règles de sécurité, les règles sanitaires, comment ça se passe, quels produits je dois utiliser, voilà, c'est vraiment des questions très concrètes de la part des prestataires aujourd'hui. Après, effectivement, c'est peut-être plus au niveau des offices de tourisme où les questions des futurs clients sont peut-être les plus fréquents.
En tout cas, nous, aujourd'hui, au niveau de nos actions, c'est surtout sur l'accompagnement des prestataires sur comment faire pour se poser les bonnes questions pour l'après-Covid et la reprise de l'activité, pour être prêt au moment de la reprise de l'activité. D'accord. D'ailleurs, Au niveau du… Pardon. Oui, pardon, par rapport à ça, d'ailleurs, on a mis en place un projet en collaboration avec d'autres départements, hein, le Lot, l'Aveyron, la Corrèze et la Haute-Vienne. Un projet qui est intitulé À vos côtés, et c'est sous forme de webinaires qui vont parler vraiment de sujets très concrets destinés aux prestataires sur voilà, se poser les bonnes questions pour être prêt au moment où l'activité pourra reprendre, en fait. Donc, c'est des questions très concrètes sur la sécurité, sur la communication, sur comment faire pour reprendre contact avec la clientèle, la rassurer, leur expliquer comment on va organiser ou réorganiser sa manière de travailler, etc. Ok, très clair. Et vous avez prévu des dispositifs de communication particuliers justement sur ces différentes questions qui peuvent revenir, communication sur votre page principale de destination, sur le site de vos adhérents. Comment aujourd'hui, justement, si c'est le principal critère d'inquiétude de vos futurs voyageurs, comment transmettre l'information en masse? Parce que j'imagine que vous n'êtes pas non plus des milliers de personnes au sein de la destination. Donc, comment répondre à ces inquiétudes? Selon vous, quelles sont les réponses concrètes que vous pourriez donner à ces voyageurs là, pour le coup, en quête bien sûr, d'information? au niveau du CDT sur le site internet, on fera le nécessaire pour toutes ces informations-là, mais on incite aussi vraiment chacun des prestataires à mettre ces informations-là, à en parler, à donner des informations vraiment totalement ouvertement à leur clientèle, ne rien cacher, vraiment dire concrètement comment ils font pour la sécurité, pour le côté sanitaire, pour la réorganisation, etc. Et vraiment ne pas hésiter à le mettre en avant sur leur communication web, sur leur site internet, etc. C'est très, très important au niveau du fait qu'il faut rassurer la clientèle. Là, elle demande vraiment ça, en fait. Très bien, très clair. Et un autre sujet sur lequel on travaille aussi activement avec les prestataires, c'est sur le maillage territorial. On se rend compte qu'avec cette pandémie, les prestataires se rapprochent beaucoup. Ils se posent beaucoup de questions, ils se rendent compte que tout le monde est dans le même bateau. Et que c'est plus chacun pour soi. C'est vraiment un travail en commun qu'il faut mettre en place et sur lequel il faut avancer pour faire avancer l'activité touristique aussi sur le département. Et là, pour le coup, on met en place un projet de tourisme d'Internet de séjour, en fait. Dans lequel on prévoit de donner la possibilité aux hébergeurs de simplifier la vie à leurs clients et d'aller jusqu'à la réservation des activités qu'ils veulent, donner les bons conseils en fonction de ce que recherche le client, leur dire il vaut mieux que vous alliez là plutôt que là, vous avez des enfants, là c'est un petit peu plus dangereux, là vous serez plus tranquille, etc. Personne d'autre que le prestataire lui-même connaît le mieux son territoire. Il est source de bons conseils et il pourrait même aller jusqu'à la réservation d'une activité pour le client qui, lui, n'aurait plus qu'à se présenter sur son lieu d'activité pour pratiquer et passer un bon séjour ensuite. Très clair. Merci beaucoup, Karine. C'était très clair. Merci pour votre intervention et pour toutes ces informations. De la même manière, je transmettrai vos coordonnées aux différentes personnes présentes. Si jamais vous avez des questions, vous souhaitez partager des informations, des bonnes pratiques, je pense que c'est le moment ou jamais de s'entraider. On va maintenant passer à notre dernier intervenant, donc David Blanchard, directeur de l'agence Logitourisme. On a souhaité le faire intervenir, ça me semblait important puisque on a vu en introduction, contexte de crise, contexte de marché,
cible, clientèle. On a parlé de dispositifs de communication. On a vu ensuite avec Bernadette l'applicabilité possible ou non côté hébergement. On parle de package avec des activités. Les gens veulent sortir, veulent faire des expériences, veulent sortir de leur quotidien. Tout ça, j'imagine que ça doit être visible. Tout ça, ça doit être porté à la connaissance des touristes qui, bien heureusement, n'ont jamais été aussi captifs qu'aujourd'hui, puisque coincés à la maison, ils sont surtout captifs. Ils ont tous leur téléphone, leur ordinateur devant les yeux. Donc, peut-être le moment ou jamais de les capter par la publicité web, de les cibler, de les rassurer. On a vu, hein, c'est vraiment des termes clés, plus que de les faire voyager. Ça, c'est important. David Blanchard, je vais vous laisser, vous présenter un peu l'agence. Les questions que j'ai essayé de formuler, elles sont assez simples. Elles sont de 3 ordres. C'est de dire, aujourd'hui, est-ce que vous, en tant que professionnel du web, vous avez perçu un changement de comportement, que ce soit dans les requêtes, dans les mots-clés, dans les recherches qui sont faites, que ce soit sur les sites de vos clients destination ou que ce soit même sur les sites de prestataires. La deuxième question est plus sur l'assurance. Comment communiquer, hein, on l'a vu, il y a des choses qui sont mises en place par la SocioPro. Maintenant, comment je les porte à la connaissance de ma clientèle, de mon touriste, de mon visiteur, que ce soit je pose même la question d'une landing page dédiée. Est-ce que c'est des dispositifs qui vous semblent pertinents pour convertir un peu mieux le touriste venu sur la page de Lozère Tourisme? Et enfin, quels conseils, recommandations pourriez-vous donner aux destinations pour profiter finalement de cette aubaine, encore une fois, de ces voyageurs, de ces touristes en quête d'informations qui n'ont jamais été aussi connectés qu'aujourd'hui? Oui, merci Christopher. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, pour me présenter rapidement, je ne vais pas faire mon CV, hein, David Blanchard. Je dirige Logitourisme, qui est le premier organisme de formation et de tourisme en France aujourd'hui. On travaille sur la France, la Belgique et le Luxembourg. Et j'ai également une structure qui s'appelle IATA. On a à peu près 200 sites internet aujourd'hui de professionnels du tourisme, que ce soit des offices, des hébergeurs, des prestataires d'activités. Donc, on a une lecture digitale assez complète au travers des personnes qu'on accompagne en stratégie ou en production de contenu. Donc oui, effectivement, déjà ce qu'on a constaté, alors je vais peut-être rajouter que je suis président d'Office de tourisme, l'Office de tourisme de Lons-le-Saunier, qui est la préfecture du Jura, et je suis aussi hébergeur. J'ai un gîte... Au cœur du débat et au cœur de l'action, quoi. Ouais, complètement. J'ai été propriétaire de chambre d'hôte pendant des années. Enfin, je suis vraiment professionnel du tourisme un petit peu partout jusqu'au bout des ongles, là. Donc, je comprends ce que dit Didier Arinaud parce que je suis complètement d'accord sur le fait qu'on a une hérésie en matière de positionnement aujourd'hui de l'État. C'est difficile de comprendre qu'on va avoir une clientèle de proximité qui va tout d'un coup apparaître. Je pense qu'elle existe déjà. Et en fait, on le constate sur les sites Internet dont on a la gestion, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas fondamentalement de requêtes nouvelles qui apparaissent, hein, en tout cas qui ne soient pas liées au Covid, parce que là, les questions de santé, d'hygiène, ça certes, ça a fait évoluer, on va dire, les expressions clés chez Google, mais ce n'est pas ça qui impacte la visibilité sur les sites Internet des prestataires. Ils ne se sont pas adaptés à ça, ni les offices de tourisme. Aujourd'hui, on se rend compte que vouloir communiquer sur le Covid, c'est difficile. Moi, j'ai beaucoup de clients qui nous ont demandé de créer du contenu pour rassurer. Donc ça, c'est un petit peu la deuxième question. Hein. Les voyageurs ont besoin d'être rassurés, oui. En même temps, les propriétaires aussi. Les propriétaires aussi qui accueillent dans de bonnes conditions et qui ne veulent pas laisser une documentation touristique. Hein. Moi, c'est ce que je ne souhaite pas. Alors moi, je fais de l'accueil à distance. J'ai dû voir 2 clients en une année. Chaque année, j'en vois pas plus de 2 parce que tout se fait à distance, y compris le livret d'accueil avec un formulaire Google Doc. J'utilise l'Open System qui va très bien et d'autres plateformes pour la réservation. Donc, l'automatisation digitale, elle est là, elle plaît aux clients, personne ne se plaint. Et c'est une clientèle qui est très vaste. Alors, certes, je pense que tous les propriétaires qui ont l'habitude de travailler avec des étrangers vont perdre cette clientèle-là. Pour l'été en tout cas, et certainement, malheureusement, je ne suis pas devin, mais pour après l'été également. Donc, il va falloir redoubler d'avantages concurrentiels
pour toucher une clientèle de proximité qui existait déjà, mais qui peut-être était moins intéressée ou moins vigilante. Moi, ce que je pressens aujourd'hui, on sait que sur les trafics de sites, ce qu'on a, c'est jusqu'à 70% de perte de trafic sur les sites d'office de tourisme, d'ADT, de gîtes, de chambres d'hôtes, de restaurateurs, d'hôteliers. C'est jusqu'à 70%. Donc, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, ce n'est pas une question de mots-clés, finalement. C'est à partir de quand on va avoir un engouement sur son propre site Internet au point que ça va générer des demandes. Ce que je constate, c'est qu'il y a plus de demandes de proximité, ça c'est clair. Il y a quand même des personnes qui veulent partir en vacances et qui vont respecter ces 100 km, voire 120 s'il le faut. Elles vont échapper aux autoroutes et aux péages, histoire d'aller un peu plus loin. Il vaut mieux pas prendre l'autoroute, en tout cas, si vous voulez partir un peu plus loin, ça je vous le conseille. Donc voilà, on va trouver des chemins de traverse parce qu'en plus c'est très français. Mais on va avoir une clientèle qui va réserver plus tard, on va avoir beaucoup de dernières minutes pour des plus courts séjours, clientèle de passage. Il va y avoir une redécouverte un petit peu de son autonomie géographique. Qu'est-ce qu'on peut faire à proximité? Ça veut dire quoi 100 km? Chacun entre nous a son interprétation. Moi, ça me fait rire en fait. Mais c'est vrai que moi j'habite en montagne. 100 km, ça veut dire quoi? Quand on habite Grenoble et qu'on regarde Champs-Rouge, il faut déjà 3 quarts d'heure pour y aller, avec des kilomètres de route qui serpentent. Donc, ça n'a pas de sens, effectivement. Ça signifie qu'il y aura quand même une large tolérance, mais qu'on a quand même une clientèle française qui va faire attention à ne pas non plus dériver pour une grande partie. Donc, il faut s'attendre à avoir des réservations de dernière minute. Il faut que sur les sites Internet, il y ait des dispositifs d'alerte, d'information. Nous demandons aujourd'hui beaucoup de mise en place de pop-up qui alerte. Là, j'en ai ouvert un qu'on a mis en place il y a 2 jours pour des chambres d'hôtes en Touraine, qui parle de l'hygiène optimum dans les chambres, avec un nettoyeur Vapodil à vapeur sèche, d'une distanciation respectée pour bien vivre ensemble au niveau des petits déjeuners, des espaces de découverte culture et nature avec leurs recommandations où les clients vont être tranquilles, de l'espace pour ne rien faire ou méditer dans le jardin, du cocooning, voilà, tout un tas de choses que peut-être ils faisaient mais ne mettaient pas en valeur. Et je pense que ça va être les avantages concurrentiels. C'est de dire, attention, je suis préoccupé par la situation. Et là, si vous hésitez, sachez que moi, j'offre quand même un peu de sécurité et je fais attention à vos conditions de vacances. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut pouvoir travailler sur son site Internet aujourd'hui, et y compris pour une destination. Parce que ne rien faire, c'est pas bon. On n'est pas dans une communication de crise. Pour moi, la communication de crise, elle n'existe pas. La meilleure communication de crise, c'est ne rien dire. Mais on n'est pas dans une situation où il faut absolument se battre contre ce qui se passe. Il faut amener des avantages supplémentaires pour aller trouver ceux qui vont réserver en dernière minute. Ça ne doit pas se jouer sur le prix, attention. Moi, le prix est quelque chose d'important. Aujourd'hui, on le revendique dans nos formations. On fait des formations qui durent 2 jours des fois sur comment tarifer son produit. Les personnes sortent de leur corps et elles apprennent à remettre des prix, des vrais prix, où elles gagnent de l'argent. Il ne faut pas toucher au prix aujourd'hui. Ça n'est pas un argument pour avoir de la réservation. Faites confiance à la qualité de votre produit, mais avancez un petit peu plus d'arguments qui sont liés à ce qu'attendent les visiteurs. Voilà, ce sont le conseil que je voudrais apporter. Merci beaucoup. Moi, c'est très clair. Donc, communication, oui. Transparence, en fait, pour reprendre un peu ce qui était dit. Ne pas mentir, en tout cas, ne pas éluder la question. J'imagine que côté propriétaire, il y a des interrogations aussi qui doivent se poser, des inquiétudes. Donc, pour vous, est-ce que c'est le moment de parler de prix? Est-ce que c'est également le moment de déployer un budget marketing? Est-ce que c'est est-ce qu'on doit tout couper et puis faire en sorte avec son territoire de maximiser le remplissage et puis on verra après? Ou est-ce qu'au contraire, pour vous, on doit avancer, on doit attirer, on doit cibler peut-être un peu mieux, budgétiser une campagne web pour attirer cette nouvelle clientèle et rassurer ensuite avec soit des pages dédiées, des pop-up pour convertir un peu mieux le visiteur. Mais est-ce que c'est le moment d'arrêter de communiquer? Quand je veux communication active, pas passive, je dépense un budget pour
pour aller chercher cette clientèle, ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer, voilà, tout en rassurant, mais il faut continuer sa stratégie d'acquisition et de communication comme si de rien n'était, quoi. Alors, il ne faut pas faire comme si de rien n'était parce qu'on ne peut pas faire l'autruche. Non, non, je pense qu'il faut encore plus aller chercher ses clients parce que tout le monde, je crois, a eu des annulations. Pour certains, c'est même dramatique parce que j'en connais qui vivent à 80% avec des étrangers. Alors, il y aura peut-être des Suisses qui vont passer la frontière, il y aura peut-être des Belges qui vont passer, enfin, pas peut-être, sûrement, qui vont passer à la frontière. C'est OK, hein, ça ira, mais il suffit des fois d'un vélo pour passer dans le Perret. Mais je pense, une communication active qui doit être mise en place. Il faut penser qu'aujourd'hui, chaque hébergeur qui a plus d'une année d'activité a un capital client. Et que ce capital client, s'il a fait ce qu'il fallait, il a déjà des emails sur lesquels il peut travailler. Et de repartir à la conquête, j'appelle ça une stratégie de reconquête, reprendre tous les emails de personnes à qui on a dit non, désolé, c'est complet. Il y en a, tout le monde en a. Ce premier travail-là, il doit être fait. Ça signifie qu'il ne faut pas rajouter des budgets, il faut rajouter du temps. Je crois qu'il y en a pas mal qui en ont en ce moment. Donc, il faut rajouter du temps, de la communication, tout ce qu'on ne faisait pas avant. En fait, ce que beaucoup de prestataires, de professionnels ou semi-professionnels des fois, avec un gîte, on n'est pas forcément professionnel du tourisme, c'est faire de la communication client, mais elle est saine. Moi, je trouve que consommer français, c'est beau, c'est sain, c'est intéressant. Et aujourd'hui, c'est déjà un avantage concurrentiel. C'est de dire, ouais, consommer en France, les campagnes de communication qui vont dans ce sens-là, elles permettent de se remettre dans l'esprit que finalement, on allait peut-être un petit peu trop loin parfois, qu'on cherchait trop de choses à l'extérieur et qu'on a quand même pas mal d'atouts chez nous. Donc, c'est là-dessus qu'il faut insister. Donc, remettre en avant ces avantages concurrentiels, pas forcément faire des campagnes de référencement payants, parce que là, les prix vont grimper et Google va se rincer. Y compris sur Facebook Ads. Moi, j'y crois pas. Ça fait des années maintenant qu'on pratique ça. Ça fait très longtemps que je pratique ces outils-là et j'y crois de moins en moins. Moi, je crois à des bons produits, bien présentés, des belles photos, avec la facilité de disponibilité, de réservation pour aller jusqu'au bout. Il faut rassurer le client. On a besoin de ça. Donc, je pense qu'il faut déjà toucher tous les clients qu'on connaît déjà, qui nous ont connus, tous ceux qui n'ont pas réussi à nous atteindre parce qu'on leur a dit non, désolé, c'est complet. Qu'on a laissé le nez devant la porte parce que c'était le 15 juillet ou 15 août et qu'on pouvait remplir 25 fois. Donc, tout cela, oui, il faut aller les chercher. Et là, ça demande du temps, simplement. Du temps. On ne partira pas dans le débat de la reconquête de sa stratégie directe versus OTA. Je pense que ça ferait l'objet d'un deuxième webinaire, mais je pense que ça peut être aussi intéressant. On voit que les gros OTA sont ballottés. Airbnb aujourd'hui qui annonce licenciement 20-25% de sa masse salariale, surtout la masse salariale concernée par l'hôtellerie. Ils avaient pour vocation d'accélérer sur l'hôtellerie. On parle maintenant de nuitées, de délai entre deux nuitées. Ils cherchent à se recentrer sur justement des hébergements ruraux. Est-ce que c'est le moment, est-ce que ça ne serait pas le moment de pouvoir reconquérir de la clientèle en direct, de pouvoir communiquer plus avec ces destinations, ces départements, ce qu'on faisait déjà, mais accentué. On a vu tout ce que ça a pu créer comme problème, les problématiques d'annulation des plateformes. Certaines comme Airbnb ont pris le pas sur les autres et autres professionnels et ont annulé au détriment de leurs autres. Et on voit qu'aujourd'hui, il y a une vraie crise de confiance des fournisseurs auprès de la plateforme. Pareil pour Booking. Je pense qu'il y a un vrai sujet à travailler donc sur de la communication, de la clientèle en direct, de la réservation en direct. Je pense que ça pourrait être intéressant d'en parler. Clairement, c'est un peu ce que je viens de dire. Il faut effectivement aller chercher sa clientèle, en tout cas une fois qu'on l'a capté, quel que soit le moyen, quel que soit le canal d'achat. À un moment donné, elle est venue chez nous, on a ses coordonnées, quoi. C'est celle-là qu'il faut pouvoir travailler pour éviter parfois les OTA. Moi, je dis parfois parce que les OTA ont quand même beaucoup d'intérêt. Bien sûr. Personnellement, je gagne souvent plus d'argent avec les OTA qu'en louant en direct. Alors, je ne vais pas vous expliquer comment ici, ce n'est pas le moment, mais ça fonctionne plutôt bien. Donc, ça dépend aussi de la stratégie commerciale qu'on a. Maintenant, si on prend le cas des départements, il y a des départements qui ont une logique de commercialisation.
Peut-être que c'est auprès d'eux aussi qu'il faut se rapprocher. Des offices de tourisme. Moi, je préside un office de tourisme. Ils ont des capacités de communication. Eh bien, peut-être aller plus vers eux aujourd'hui, donc du local. Du local, encore une fois. C'est ça qui va nous permettre de sortir de notre problématique générale, plutôt que d'essayer de se commercialiser via le site ouin chinois ou je ne sais pas quoi, hein, parce que ce n'est pas ça qui est pertinent aujourd'hui. On le sait. On est en train de se recentrer et finalement, c'est peut-être ça qui est positif aujourd'hui, c'est qu'on va reconsommer local. Merci, mot de la fin. Écoutez, merci à tous. On avait prévu une petite heure et demie. On y est quasiment. Moi, je pense que de ce que j'en retiens, c'est que évidemment, il y a encore beaucoup de questions. Les voyageurs s'interrogent, mais les professionnels aussi s'interrogent. Je pense qu'il y a énormément de choses à faire. Il y a évidemment des opportunités qui vont nécessairement se créer, même si ce n'est pas évident dans un contexte comme celui-ci de les imaginer, prendre du recul. Moi, de ce que je comprends, c'est que il y a évidemment une territorialité à repenser, peut-être une mise en réseau à repenser. Le voyageur, je ne suis pas certain, si on doit reparler des plateformes, même si évidemment c'est partie des stratégies, je ne suis pas certain que ce soit elle qui ait la réponse aujourd'hui aux réponses sanitaires qu'il faille donner, là où même les professionnels franco-français ne l'ont pas eux-mêmes. Je pense qu'évidemment, transmettre l'information, ça paraît important, ça passe par les territoires, ça passe encore une fois par la mise en réseau. Hébergeur, prestataire d'activité, moi, ça me semble essentiel. C'est un domaine que j'ai toujours défendu. Je pense que c'est, même ce que vous avez au sein de l'Open Experience, c'est ça, c'est de pouvoir attirer cette clientèle et cette clientèle qui veut prendre l'air, qui veut voyager et découvrir, c'est informer. Je pense que la solidarité locale a beaucoup à gagner dans ce type de contexte. C'est ce qu'on a voulu essayer, j'espère que vous l'aurez compris, essayer de mettre en avant aujourd'hui. Merci à tous les intervenants. Merci David, merci Didier, merci Bernadette, merci Karine. Merci. On espère que ce petit format vous a plu. Encore une fois, l'objectif n'était pas de vous donner des réponses toutes faites, c'est d'essayer de faire réfléchir sur des positions à adopter, sur des problématiques terrain qu'on pourrait avoir et d'y répondre au mieux. La présentation sera transmise dans les prochains jours. On va essayer de recueillir des questions. Les questions qui sont très techniques, encore une fois, je pense que le mieux, ce sera de vous rapprocher des intervenants qui ont pu partager leur expérience aujourd'hui. On vous transmettra les coordonnées. N'hésitez pas à nous faire, dans la présentation, vous avez les coordonnées de Stéphanie, d'Aurélie, que vous connaissez pour certains. N'hésitez pas à faire un retour d'expérience, est-ce que ça vous a plu et on continuera évidemment ce genre de format. N'hésitez pas à nous proposer des thématiques aussi, puisqu'on a la chance chez Alliance Réseau d'avoir des intervenants de qualité, en tout cas de pouvoir faire intervenir un maximum de monde. Donc merci à tous. Merci à tous et puis on vous dit à très bientôt. Courage surtout dans cette période et puis on est bien sûr là comme l'a évoqué Stéphane, on est là pour répondre à vos questions et en tout cas pour vous soutenir dans cette période certes difficile mais qui va nécessairement créer des opportunités, on le sait. Merci beaucoup, à très bientôt, merci aux intervenants. Merci. Au revoir. Au revoir. Et bonne journée. Au revoir à tous.